À l'université, apprendre était jusqu'à présent censé être une montée. Une lente construction, des efforts, des angles morts. Aujourd'hui, une machine répond avant même que la question soit finie. Selon une étude publiée par The Guardian en octobre 2025, 4 étudiants sur 5 utilisent déjà l'IA pour leurs devoirs ou leurs révisions. 4 sur 5, 80%. Une autre étude de l'American Association of Colleges and Universities affirme que 95% des profs pensent que la dépendance à l'IA est excessive. 95%. Alors une question est simple, brutale peut-être, binaire. Apprendre sert-il encore à quelque chose à l'ère de l'intelligence artificielle ? L'émission commence maintenant. Elle est enregistrée en public et à l'UFR des sciences de l'information et de la communication de la Sorbonne. Bienvenue dans Connected Mate. Connected Mate. Pour discuter tous ensemble, il y a autour de moi, au micro, des talents qui pensent l'IA depuis des angles parfois différents, mais souvent très complémentaires. Yann Garandel, enseignant, directeur adjoint de l'UFR des sciences de l'information et de la communication de la Sorbonne. Alice Desjardins, professeure et consultante qui jongle entre cométique, écologie et contradictions assumées. Hubert Kratirov, professeur d'économie, qui lit les dynamiques numériques comme des mouvements tectoniques. Ati, électron libre du digital, capable de retourner une discussion juste pour ouvrir un nouvel angle. Alexandre Cormeret, Gen Z, responsable IA et innovation du TGV Europe. Charles Nastorg, funambule du business to business qui assemble les histoires comme d'autres montent des structures. Et enfin, last but not least, Jean-Emmanuel Serré, designer qui reconstruit l'humain là où tout devient mécanique. Tous ensemble, avec les participants présents ce soir à l'UFR, nous allons poser les nouvelles lignes et solutions qui s'ouvrent pour les profs et pour la nouvelle génération. Connected Mate. Pour démarrer, 2 questions. À quoi forme-t-on aujourd'hui quand une IA sait déjà produire des messages, structurer des stratégies de contenu, générer des images, analyser des données et tirer plus vite qu'une équipe entière en début de carrière ? À quoi forme-t-on quand une formulation bien maîtrisée, certains appellent ça un prompt, permet en quelques secondes de livrer ce que faisait hier l'objet de plusieurs jours de travail évalué ? Sur le terrain, on le voit, l'IA redéfinit déjà la valeur du travail intellectuel, la nature des compétences attendues et les rôles réels dans les organisations. Les étudiants l'utilisent, on en parlait tout à l'heure, parfois visiblement, parfois très discrètement. Les enseignants cherchent la bonne distance, les entreprises, elles, avancent sans attendre que tout soit stabilisé. La vraie question n'est donc pas comment ajouter l'IA à ce que vous faites déjà. La vraie question, c'est qu'est-ce qui restera humain quand elle sera partout ? Ce qui ne se délègue pas, le jugement, le regard critique, la capacité à arbitrer, à produire du sens, à comprendre les rapports de force, à assumer une décision plutôt qu'à optimiser une réponse. Aujourd'hui, l'enjeu n'est peut-être pas de rassurer, il est de regarder la situation avec lucidité parce que les métiers auxquels vous vous préparez ne sont pas en train d'apparaître, ils sont en train peut-être de se déplacer. Et la question reste ouverte, qui saura en prendre la mesure ? Alors pour démarrer, j'aimerais poser une première question. Je vais la poser à Yann Garandel, je vais lui demander, Yann, quand on te parle d'IA, d'apprentissage, d'apprendre, le fait d'apprendre, quels sont les enjeux qu'il y a derrière ? Les enjeux pour l'université en général ? Pour les enseignants, pour l'université, pour les élèves, pour ce trio-là, pour les entreprises qui vont accueillir la nouvelle génération dans leurs murs. Les enjeux, pour moi, pour ce que j'ai pu en voir, en expérimenter et en discuter avec des collègues et des étudiants, c'est pour nous qui formons les étudiants au métier de demain, enfin en tout cas on essaye de les préparer à l'entrée du marché du travail à moyen et à long terme, d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de voir ce qui reste dans nos formations comme utile dans ce monde en mouvement rapide. Et les enjeux donc, ça serait d'essayer avec eux, avec les étudiants, de voir ensemble où on en est, où on va et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc ça remet en cause, de mon point de vue, à peu près tout dans l'enseignement supérieur. Bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle ? Pour moi, j'espère bonne nouvelle. Voilà, j'espère bonne nouvelle. Je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a énormément de choses qui s'ouvrent. Pour moi, je trouve que ça rend mon métier plus intéressant, plus riche, avec des possibilités de créativité, si ça existe un peu, plus grandes. Et mauvaise nouvelle, si en face, finalement, mon métier devient complètement inutile, c'est-à-dire qu'en face, les personnes pensent qu'elles peuvent se former seules
sans humain, entre guillemets, donc avec simplement des outils informatiques. Alice, toi qui aussi enseigne ici à l'UFR, si je te demande les enjeux, tu vois quoi derrière ? Les enjeux, ils sont nombreux, et c'est vrai que autant il y a des fondamentaux qui ne changent pas. Enfin, comment dire, de toute façon, l'école ou les profs, ils sont l'objectif est toujours d'être là pour transmettre, pour aider à comprendre, mais c'est vrai qu'il va y avoir peut-être de nouveaux enjeux, typiquement peut-être pour les profs, un enjeu de positionnement, dans le sens où en plus de ce qu'ils faisaient déjà, il va peut-être falloir être plus que jamais des passeurs et des passeuses de méthode, de rigueur, de curiosité, d'envie de comprendre, d'envie d'apprendre, justement pour donner plus envie encore, mais également pour que les étudiants soient vraiment conscients que c'est important qu'ils aient en amont, en interne, des connaissances déjà pour être en mesure de juger les résultats de l'IA. Mais même au-delà de ça, je pense que quand on parle d'IA et d'éducation, un des enjeux principaux, il est cognitif. Parce que apprendre, c'est pas juste emmagasiner des connaissances, stocker des informations. C'est vraiment construire des capacités cognitives. Et si les étudiants, utilisent l'IA trop tôt ou font appel à des fonctions entre guillemets intellectuelles avant de les avoir réellement intégrées, de les avoir vraiment acquises, ils ne seront pas en mesure justement de construire ça. Ça doit pas court-circuiter l'effort intellectuel nécessaire pour vraiment être en mesure de bien l'utiliser derrière. Moi, je vois comme enjeu très clair pour compléter ce que dit Alice. Elle n'a pas osé prononcer le mot, mais moi, j'ai pas peur et je vous prononce le mot. Je vous fais la proposition. L'enjeu de l'IA et l'enjeu des professeurs face à l'IA, c'est de vous donner envie de travailler et de vous donner envie de ne pas être passif face à un outil magique. Et c'est super dur parce que déjà, pendant les cours, on doit lutter contre Facebook, Vinted, Tinder et autre chose. Et après les cours, on doit vous donner envie de travailler et de ne pas vous contenter d'un résultat tout mâché. Et ça, c'est super dur parce que, franchement, on serait à votre place, on ferait la facilité. Et notre enjeu, c'est de vous apprendre à apprendre, de vous apprendre à être curieux et de vous apprendre à travailler et de vous dire, vous n'acquérez rien de sérieux à moins de 200 heures de travail. Et donc, il les faut, ces 200 heures de travail. Alors, on peut les faire grâce à l'IA et vos 200 heures, elles vont valoir 1000 heures de mon temps. Mais il faut vos 200 heures de travail. Et ça, il n'y a aucun logiciel, il y a qu'un prof et il n'y a qu'une relation humaine, si vous me permettez de vous apostropher, il n'y a qu'une relation humaine qui permet de vous dire vas-y, travaille, passe la nuit, passe 2 jours, passe 3 jours. Là, c'est bon, t'es meilleur que l'IA. Et c'est tout ce qu'on rêve de vous dire, c'est que vous êtes meilleur que l'IA. Donc, vous êtes capable de juger la réponse de l'IA et vous êtes capable de dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et après, de l'utiliser parce que c'est un outil fantastique et génial que moi, perso, j'utilise tous les jours. Et j'espère que vous l'utiliserez tous les jours, mais pas les yeux fermés et pas sans travail et sans sueur, sans effort. Excusez-moi, c'est un peu rétrograde, mais voilà un point de vue. Alexandre, toi, il y a quelques années, tu étais sur les bancs à l'école. Finalement, tu as fini tes études à fond avec ChatGPT. Tout à fait. Tu peux nous en parler un peu? Comment tu as vécu ce changement et puis les enjeux que tu as vus derrière? En gros, moi, j'étais vraiment comme dans la peau de tous les étudiants et j'aurais jamais eu mon job s'il n'y aurait pas eu l'IA. Bon, c'est sûr, je suis responsable IA et innovation, mais j'aurais pas eu le job responsable juste innovation de base sans l'IA, parce que je suis parti de ces jeunes avec pas mal de difficultés et pas des très bonnes notes, voire pas du tout des bonnes notes. Et donc dans le parcours scolaire très compliqué. Et au départ, j'utilisais ChatGPT comme tout le monde pour gagner du temps assez rapidement. Puis en fait, après globalement, je me suis rendu compte que ça pouvait aussi m'aider à apprendre plein de trucs et à passer rapidement sur plein de sujets et pouvoir impacter plein d'informations et avancer sur les choses dont je ne connaissais pas sans demander de l'aide. Et ça, c'était super important. Et perso, ça m'a permis d'avoir mon job aujourd'hui, donc c'est quand même plutôt cool. Et surtout, je pense que ça a permis de faire un truc super sympa. C'est tous les jeunes qui ont envie de créer, envie de faire plein de choses, mais qui n'ont pas les compétences et la connaissance. Là, la connaissance, elle est accessible plus facilement que sur une vidéo YouTube. Donc globalement, je me suis dit, il n'y a aucune limite, on peut tout faire. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Et je pense que ça va continuer. Donc toi, tu dis, l'enjeu finalement, c'est de savoir s'en emparer. Tu étais aussi un peu un adepte du ce qu'on appelle le learning by doing, hein, c'est apprendre en faisant. Ouais, globalement comme un jeune en fait qui aime pas trop suivre les cours, c'est-à-dire que t'écoutes pas trop, puis après quand faut faire le devoir, tu te débrouilles comme tu peux.
Donc tu fais vraiment du learning by doing. Et complètement, moi je pense qu'il faut le prendre sous un axe, un petit peu comme quand on fait du cheval. Simplement, faut garder les rênes en main. T'es censé leader l'IA, t'es pas censé te faire leader par l'IA. Ça c'est super important. Grosso modo, copier-coller ce que donne ChatGPT, c'est pas très intéressant. Bon, alors quand on fait un mail, peut-être pourquoi pas, au moins comprendre que la forme et le fond soient bons. Mais quand on a du vrai boulot à faire, ça permet de gagner du temps, de faire les choses différemment, plus quali. Mais globalement, moi je trouve surtout que ça te permet d'apprendre plein de choses différentes en fait. Et tu deviens pas expert sur tout, mais au moins tu as une petite connaissance sur plein de choses maintenant. Et globalement, t'entends pas tellement d'informations, c'est génial. Je vais passer le micro à Charles. Toi, tu travailles dans un grand groupe, tu t'occupes de communication, plutôt business to business. Comment tu as appris à maîtriser l'intelligence artificielle dans ton job? Parce que tu étais déjà en poste. Voilà. Oui. Pas mal de temps. Finalement, on a tous démarré avec cette IA, tous en même temps. On était tous sur la ligne de départ et on est encore sur la ligne de départ. Comment tu as appréhendé ça? Comment tu as appris à maîtriser, si on peut dire ça, l'intelligence artificielle, notamment générative? Alors, ça a commencé déjà par mon propre usage personnel, puisque avant que ça arrive dans les entreprises, il y a eu beaucoup de temps. ChatGPT, c'est fin 2022, si je me trompe pas. Donc, avant que ça commence à arriver dans les entreprises ont commencé à se dire c'est vrai que c'est pas mal, tous mes employés sont en train de l'utiliser, sauf qu'ils sont en train de travailler avec des données professionnelles, parfois confidentielles. On n'a pas envie que le voisin soit au courant de nos dernières innovations. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'au début, on l'a vu comme un jeu vidéo. On teste, on s'amuse, on essaie de lui faire répondre des questions complètement absurdes. Comment on fait une vache pour pondre un œuf, des choses comme ça. Et on voit aussi les limites du système. C'est-à-dire qu'on voit jusqu'où on peut aller pour essayer de se dire, un peu comme on fait parfois quand on est un peu plus jeune avec les profs, où est-ce que je peux aller au niveau des limites et on voit vite effectivement les limites, ce qui est pas mal parce que du coup, derrière, ça nous permet de comprendre quelles vont être les règles du jeu dans le cadre qui va être donné. Et après, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir, c'est qu'elle allait apprendre très très vite. C'est-à-dire qu'entre la première version où effectivement il y a plein d'hallucinations et la deuxième version où là on commençait à rentrer vraiment sérieusement dans une application professionnelle, il y a eu un basculement et là où c'était un amusement, c'est devenu on a commencé à réfléchir sur comment je vais pouvoir l'utiliser dans mon quotidien professionnel. Et toujours, la question, et là pour le coup la question a duré, pour gagner du temps. Pas forcément gagner en efficacité, mais gagner du temps. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, il y a une réunion qui dure 1 heure, il faut que je fasse le compte-rendu. L'IA, vu que tout est souvent sur visioconférence, on récupère le transcript, on met dans l'IA nous sort un compte-rendu et j'ai juste à vérifier, à valider que les informations sont bonnes et que je garde que ce qui m'intéresse. Et là, on se rend compte que là où on passait plus d'une demi-heure à relire ses notes et à repenser ce qui a été dit, en 10 minutes, on partage à tout le monde et tout le monde a l'information encore plus rapidement. Donc, ça, c'était la première chose. Donc, d'abord un amusement. Ensuite, on a commencé à prendre ça beaucoup plus au sérieux, jusqu'à aujourd'hui l'intégrer dans tous les systèmes qu'on pouvait imaginer. Je pense notamment aux services Lego. Alors, pas les petits jouets, bien sûr. Tout ce qui est lié... c'est le juridique. Quoi. Merci, je cherchais le terme. C'est ça de bosser dans une boîte internationale, tu te pensais à legal. Voilà, legal, c'est juridique. Avec le bon accent. Okay. Donc, vous imaginez les grands pavés de textes internationaux juridiques avec une IA qui est capable de vous les sortir en moins de 3 secondes. Et là, on a commencé à se dire que oui, notamment pour tout ce qui est ingénierie, comme le disait Alexandre, pareil, les notices d'explication avec tous les problèmes de lecture qu'on peut avoir le week-end, là, ça allait vraiment devenir sérieux. Justement, alors, je vais passer le micro à Ati. Toi, tu as plusieurs particularités. Bon, tu as une grosse chaîne TikTok. Vous pouvez, si vous la suivez, vous la verrez en pyjama, parce qu'elle fait du web en pyjama. Donc, c'est un concept, en fait, ou un positionnement, j'en sais rien. Mais tu as aussi une autre vie, c'est-à-dire que tu conseilles aussi des entreprises. Justement, on parle d'apprentissage. Qu'est-ce que tu as pu observer comme enjeu chez tes clients sur le fait d'apprendre à maîtriser l'intelligence artificielle générative? Tu leur dis quoi? Alors, ils sont largués, ils sont au tout début? Non, les clients en question ne sont pas largués, c'est les salariés qui le sont. Et moi, c'est ça l'enjeu pour moi aujourd'hui, c'est de vous sensibiliser pas tant à ce que vous êtes en train d'utiliser l'IA comme étudiant, mais pour demain, vous êtes des jeunes actifs bientôt. Vous allez devoir être compétitif, vous allez devoir trouver des entreprises pour vous embaucher. Et si vous êtes à l'école aujourd'hui, c'est pour pouvoir préparer une carrière professionnelle. Moi, mon point de vue aujourd'hui et mon placement, ça va être ça. Ça va être comment est-ce que vous allez pouvoir apprendre à utiliser l'IA et pour faire en sorte d'avoir un avantage compétitif sur les futures candidatures que vous allez faire, parce que ça a un enjeu qui est énorme et ça va avoir un impact qui va être énorme sur la compétitivité de l'emploi.
Donc mon positionnement et mon de quoi on parle de mon côté, ça serait plutôt pour ça, la place de l'IA et la place que l'IA va prendre dans les recrutements et dans les candidatures des jeunes actifs, dans aussi ce que vont rechercher les entreprises qui, elles, sont très au fait de l'IA puisqu'elles ne cherchent que la productivité et le chiffre d'affaires. Et donc comment est-ce que vous allez pouvoir, vous, en tant qu'employé, utiliser l'IA pour les aider à atteindre leur but? Parce que elles, ce qui les intéresse, c'est principalement ça. Ça, c'est pas le kiff, quoi. C'est sympa, mais enfin bon. Si t'aimes ton métier, c'est le kiff. D'accord. Bon, mais effectivement, il y a un réel enjeu pour les étudiants qui sont les jeunes actifs de demain. Ok. Jean-Emmanuel, toi qui es designer, la problématique d'apprendre à l'ère de l'IA, alors on pourrait balayer en disant ça sert à rien, c'est dépassé, c'était un peu le titre provocateur de ce podcast. Enfin, je pense qu'il faut encore apprendre à apprendre parce qu'on n'est qu'au début finalement et ça nous ouvre des champs. Toi, en tant que designer, tu vois quoi comme enjeu sur le fait d'apprendre à l'ère de l'IA? Apprendre à l'ère de l'IA, pour moi, ça a été une continuité en fait, parce que moi, je travaille en indépendant, donc dans tout ce qui est digital, chaque année, on va dire que les logiciels évoluent, même que ce soit des logiciels de 3D ou autres, donc rapidement, il a fallu commencer à me dire que j'allais, si je voulais être efficient dans ce que je fais, prendre du temps pour me former, comprendre quelles sont les nouvelles technologies, qu'est-ce que je dois utiliser pour gagner du temps quand je fais des rendus ou s'il y a des effets, comprendre comment ils sont faits. Donc, chaque moment, chaque année, il y a une sorte de mise à niveau que je fais. Et finalement, l'idée de voir l'IA arriver, c'était intéressant parce que moi, au début, j'ai attendu et puis après, j'ai commencé à rentrer quand véritablement, il y a eu tout ce qui était production de visuels. Et ça, c'était intéressant pour moi parce que c'est pas que faire des visuels, c'est un peu mon métier, donc ça me dérange pas. Mais je voulais voir justement qu'est-ce que faisait l'IA. Qu'est-ce que ça donnait quand j'essayais de décrire quelque chose en lui demandant de le créer pour moi. Et c'était très intéressant de voir que finalement, il fallait contextualiser les choses, c'est-à-dire très rapidement, si vous vous demandez une chaise avec des accoudoirs, si vous ne précisez pas qu'il y a des accoudoirs et la couleur et la forme, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Donc tout ça m'a amené de plus en plus à comprendre, interroger, questionner, parce que je me dis que finalement, l'IA devient la base, une base de connaissances et une base de savoir. Et ce qui est intéressant, c'est de l'interroger avec moi, ma base de connaissances. C'est-à-dire, à un moment donné, je me pose la question, comment tu vois tel sujet? Et puis après, je commence à apporter des éléments, je commence à me dire, si tu l'envisages sous telle chose, qu'est-ce que ça donnerait? Ou alors, fais-moi une description, ou alors, donne-moi 5 points différenciants. Donc, en fait, le fait d'interroger, ça me permet, moi, de rajouter rapidement des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, ou alors d'identifier des choses qui, pour moi, n'ont pas d'intérêt, et de me re-questionner en me disant, si elle dit ça, peut-être que c'est intéressant de me dire, de re-questionner moi, ma pratique, et puis après, de créer. Donc toi, tu l'utilises comme finalement un outil pour faire du ping-pong, t'amener à réfléchir plus, se challenger plus, aller un peu plus loin. Ça me semble une bonne pratique. Je crois que la meilleure bonne pratique, quelqu'un m'a dit... D'abord, je le fais sans l'IA, en disant moi, tout seul, par rapport à ce problème, j'aurais réfléchi à quoi. Ensuite, je donne pas mes réponses à l'IA, je lui pose la même question, je prends les deux, je regarde, je remixe, et là, je fais mon sujet, et après, je viens challenger. J'entendais tout à l'heure Charles qui nous parlait d'un truc qui est hyper passionnant, les textes juridiques, du légal, vous savez, les trucs qui sont tellement longs et incompréhensibles. Pour moi, ils sont super mal designés. Toi, ça t'ouvre des champs nouveaux de dire, en fait, comment on revisite l'expérience d'un truc qui est incompréhensible, comment on pourrait le rendre compréhensible. Ça t'a ouvert des champs où tu t'es dit, c'est foutu, on n'y arrivera jamais.
Non, c'est pas c'est foutu. C'est en fait dans toute difficulté, il y a une opportunité. C'est-à-dire il y a un moyen de se dire qu'on va pouvoir peut-être trouver une orientation différente, penser à quelque chose auquel on n'aurait pas pensé. Et c'est plus, voilà, je pense qu'il faut pas rester dans la fatalité ou alors se dire ben voilà, c'est joué. Ben en fait non, c'est pas joué. Et tu vois. Ce midi, j'étais dans un atelier et en fait, alors, j'ai fait un compte rendu avec des sketchs. Et en fait, les gens, tout d'un coup, les gens, j'ai vu les regards s'éveiller, parce que c'était une autre manière de dire les choses. Et en fait, il y a toujours, ce qu'il y a de bien chez l'humain, c'est que il y a du rêve et le fait de le convoquer, c'est ça qui peut nous permettre d'avancer et d'être plus humain et de nouer des relations différentes parce que finalement on va gagner du temps, donc ce temps-là autant l'employer à aller vers l'autre et comprendre des choses différentes. Donc ça ouvre des pistes pour réenchanter en fait, hein, c'est ça pour moi oui. Ouais, d'accord. Yann, tu réagis comment un peu à tous ces témoignages qu'on vient d'avoir? Moi, je voudrais juste rebondir sur ce qu'a dit Alexandre, parce que justement, ça recoupe un peu ma crainte, entre guillemets, mais c'est pas vraiment une crainte d'ailleurs, parce que pourquoi pas. Mais clairement, lui, il pose le fait que ChatGPT, il est mieux que les profs. Et moi, c'est pas vraiment une crainte. C'est-à-dire, si ChatGPT, appelons ça ChatGPT de façon générique, les intelligences artificielles génératives, c'est mieux que les enseignants pour enseigner, et super. Bon, moi, j'aurais plus de métier, mais je veux dire, la société, elle peut pas penser qu'il faut générer un métier. Tu aimes pêcher, non, ou chasser, je sais pas, ou à la piscine. Pas encore. Chasser, non. Pêcher, peut-être. Ouais, je sais pas, faut voir. Alors, on a des questions dans la salle parce que c'est aussi le principe. Donc, merci. Alors, on va vous passer le micro, voilà. Donc, une réaction, une question. Bonjour. Alors, je m'appelle William. C'est pas pour être d'accord avec mon prof, même si Monsieur Yann est un excellent professeur d'anglais. Dis donc. Mais je trouve que c'est plus mon prof cette année, je vous rassure. Mais je trouve que en fait, l'enseignement c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est pas uniquement des informations qu'on balance comme ça, et qu'il y a tout un sens humain en fait. Et avec l'intelligence artificielle, on perd ça. On perd le sens humain, le sens. Les enseignants, en plus de nous transmettre des informations, ils nous accompagnent. Et il y a ce côté un peu humain, ce côté, je sais pas, un peu social, qui manque en fait à l'intelligence artificielle. Ça t'a un peu choqué ce qu'a dit Alexandre? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec lui dans le sens où, je comprends que certains ils ont eu des difficultés durant leur scolarité, mais c'est intéressant. Je trouve que, au contraire, ça vous a permis de faire des études et d'arriver à ce poste-là qui est très intéressant. Hein, pas du tout. Non. Mais on va dire, j'ai un point de vue diversifié. Ouais. Voilà. Ok, mais merci. D'autres témoignages peut-être? Oui, je voulais justement rebondir sur les difficultés qu'il avait évoquées sur ces difficultés académiques. Moi, je pense que justement, l'IA, elle pourrait renforcer ces difficultés parce qu'un élève qui est conscient que l'IA ne sera pas là pour le sauver au cours de ses études, il va plutôt chercher à se dépasser, à les surmonter du moins, ou à essayer de les surmonter. Or que, du coup, je crois que votre collègue, elle en avait parlé, l'IA entraîne un risque de dépendance cognitive avec un risque de diminution du coup de l'effort vis-à-vis, par exemple, des révisions lors d'examens, en automatisant aussi certaines étapes de raisonnement, en fragilisant aussi l'autonomie cognitive, et tout ce qui est du coup en lien avec les principes d'apprentissage. J'aimerais bien ajouter quelque chose, c'est qu'en plus de ça, je trouve que les réponses de l'IA sont extrêmement superficielles et moyennes, dans le sens où il n'y a pas une profondeur. Parfois, je fais par exemple une dissertation en cours, je me dis ok, je vais faire 2 plans. Un plan que je fais moi-même et un plan, je vais utiliser l'IA. Et je trouve qu'il manque une certaine profondeur, vraiment. Et en réalité, les enseignants, ils sont là pour nous évaluer, il faut dire le terme. Mais en plus de ça, en fait, ce qu'ils veulent comprendre, lorsque la question est générale, ils veulent comprendre comment est-ce qu'on s'approprie le cours, comment est-ce que vraiment on comprend, et voilà. Ok, non, super, c'est super clair. Et bravo, on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Et les applaudir toutes les deux. Merci beaucoup. S'il y a d'autres questions, vous n'hésitez pas. On va faire peut-être un petit break. Charles, à moins qu'Alexandre, tu veuilles réagir. Une petite réaction quand même. Non, parce que, réaction, parce que en fait, justement, c'est super important, parce que tout ça, c'est quand même une réflexion à tous ensemble. Je pense que personne aujourd'hui n'a complètement raison, mais tous ensemble, on va sûrement avoir des belles réponses.
Dans ce que je disais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi, ça, je me suis retrouvé sans prof. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu mon job, il a fallu y aller, mais j'ai pas de prof à qui demander. Et en fait, c'est là où c'est super important, c'est que quand vous avez des profs, vous avez la chance d'avoir de la connaissance en profondeur. C'est ce que tu disais sur les IA. Les premières réponses avec les IA, c'est en fait la forme, ça va, le fond, ça va pas du tout. Moi, c'est à peu près ce sujet-là, c'est que j'ai une forme de réponse qui me va, j'ai une connaissance sur la forme qui semble bien. Si je creuse, on va pas pouvoir discuter longtemps. Tu vois. Donc, je pense qu'on est sur un sujet où en fait, il y a ces deux sujets. Il y a ce côté profondeur où il faut aller chercher. Donc là, quand on a des profs, c'est génial. Pour une réponse rapide, pour essayer de se débrouiller sur le tas, on va dire que moi, je le prends un petit peu comme une vidéo TikTok ou un YouTube. Ça va m'aider sur le moment T. Mais en fait, surtout, ça, ce qui est super important, c'est l'envie. Quelle envie tu as pour aller chercher l'information ? Pour une dissertation, je peux comprendre que tu as envie que ça aille assez vite, même s'il te faut une bonne note, donc tu vas aller creuser. Moi, quand elle m'aide à apprendre à faire des choses, ça m'intéresse énormément parce que j'ai la chance d'être passionné par mon boulot. Ou même des fois juste par un petit objectif. Et donc là, je vais vraiment regarder ce qui se passe. Je vais lire chaque mot, je vais voir pourquoi il fait ça, où il va. Et tu retiens beaucoup plus l'information. Donc je pense qu'il faut bien noter, c'est de trouver un truc qui fait... Enfin, il faut vraiment avoir un truc qui te plaît obligatoirement. Ça te permet d'aller plus loin. Et après, avoir des profs, ça c'est le plus utile pour avoir ce fond qui clairement... tu le vois au bureau, hein, les gens qui te font des mails super, c'est incroyable. Puis tu échanges 2 minutes. Toi, tu bosses dessus vraiment, comme tes profs, tu as plein de connaissances. Et la personne en face de toi... c'est assez léger. C'est une réalité, hein. Mais du coup, voilà. Alice, on rebondit. On va agir. Ouais, je suis complètement. Prends le micro face à toi parce que sinon on va pas avoir du bon son. Non, mais pour rebondir sur ce que disait Alexandre, c'est sûr que là, tu t'es retrouvé dans un contexte où tu n'avais pas de prof. Donc entre rien et l'IA, c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Après, comment dire. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Déjà, on met un petit peu, on dit l'IA. Voilà, comme s'il y avait il y a tout plein d'outils, typiquement... les IA, c'est ça ? Non, mais typiquement, entre mettre 50 documents dans un notebook LM et en ressortir du contenu, ou quand il n'y a pas la réponse dans les documents qu'on a mis, il dit « je sais pas », ou attendre de l'IA, d'un chat GPT, une super réponse, si on l'a pas super bien prompté, on n'aura pas le même résultat non plus. Et je rebondis indirectement sur ce que disait Jean-Emma quand il nous parlait de l'expérience en termes de design. On peut utiliser l'IA de plein de manières différentes. Ou toi, PPC, quand tu disais que tu allais faire le travail de ton côté, puis après utiliser l'IA et ensuite comparer les deux, voire les mixer. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de voir des approches différentes, mais aussi à chacun son contexte. Oui, puis on teste, en fait. On teste parce qu'il n'y a pas de vérité. Bon, ce qu'on sait, c'est que l'IA nous ment. Elle nous ment. Elle nous froisse dans le sens du poil. Elle nous dit qu'on est des gens merveilleux, ce qui est sûrement vrai. Moi, j'avoue que je l'ai un peu forcé à arrêter de me cirer les pompes. Oui, parce que c'est pas plus mal, je pense. Je suis assez grand pour me cirer mes pompes tout seul. J'aimerais poser la question à Charles, parce que Charles, on a ce questionnaire, et Charles, c'est le garant du questionnaire. C'est un peu notre passe-partout du questionnaire. Je ne sais pas si on peut dire ça, ou notre... Comment s'appelait dans Fort Boyard le sage. Non, il y avait passe-partout, il y avait le sage. Le vieux, oui. On n'a plus le nom, vous avez le nom, non ? Père Fouras. Père Fouras, merci, bravo. Wow. Dans la salle, ils ont suivi. Ils ont été plus rapides que ChatGPT. Hein. Tu vois comme quoi, voilà. Bon, alors Charles, questionnaire, première question que tu as posée, tu peux nous la rappeler et puis alors, on va voir les réponses. En matière d'IA et d'éducation sur les matières communication marketing, qu'est-ce qui est en jeu selon vous ? Donc on a posé cette question aux professeurs et aux étudiants. Les étudiants, ce qui ressort principalement, c'est l'humain, à travers l'emploi, la créativité, mais aussi la dépendance, on en parlait juste avant. Et ils sont allés même un peu plus loin, ils ont vu aussi le rôle des professeurs, on en parlait juste avant, voire même plus globalement l'enseignement supérieur. Je pense qu'Hubert pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Donc c'est intéressant, c'est voir même au-delà des personnes, ça va même sur le système. Donc ça c'est plutôt intéressant. Côté professeur, c'est dans l'idée de ne pas tout déléguer et de trouver un bon mix entre l'homme et l'IA. Donc effectivement, on voit le côté pédagogique où on est en train de mettre dans les mains des étudiants un nouvel outil et qu'ils ne se fassent pas manger par l'outil. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir équilibrer entre les deux. Super, merci beaucoup pour cette belle synthèse, c'est formidable. Alors, comme on va rentrer dans le concret, ce qui est intéressant, c'est de parler d'exemples et de cas d'usage. Parce que je pense que c'est le vrai truc, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en fait de cette IA, et puis peut-être par expérience, se dire qu'est-ce qu'on arrête d'en faire aussi. Ça peut être aussi un sujet de se dire, pour le maîtriser, il y a des trucs où je dis, j'ai ma ligne rouge, je la franchis pas. Comme on va parler d'un petit peu de ces cas d'usage, Ati, est-ce que tu peux nous partager
un cas d'usage que tu trouves intéressant pour, à cette ère où, comment on apprend peut-être d'une autre façon ou à l'ère de l'IA? Oui, je vais te donner des bonnes pratiques. Moi, je veux juste revenir très rapidement sur les enjeux, parce que c'est vrai. Elle fait ce qu'elle veut. Bien sûr que je fais ce que je veux. J'ai réfléchi longuement à cette question grâce à toi. Non, mais je pense qu'il y a une vraie redéfinition de ce qu'est l'apprentissage. Je pense pas que l'objectif soit de remplacer vos profs, ni de pouvoir donner toutes les réponses à votre place. Je pense que la valeur de l'information passe de façon inférieure à ce qu'on en fait, la façon dont on traite cette information, et que le côté articulation des compétences va prendre plus de valeur que le fait d'avoir la théorie simple et l'opérationnel de base. Donc, il y a une complémentarité qui va se faire avec le côté expertise poussée. Je pense qu'il vaut mieux, en tant qu'étudiant, savoir pourquoi vous faites quelque chose, comment vous le faites, plutôt que de juste savoir le faire en tant que tel, et que ça consiste plus l'apprentissage à être une succession, une accumulation de connaissances, mais vraiment la structure de l'idée, un petit peu comme avec la dissertation, et le fait de prendre possession d'un cours, et surtout de pouvoir exprimer la façon dont on arrive à choisir son angle d'attaque, plutôt que d'avoir, comme tu le disais, une réponse très superficielle et finalement assez fade. Donc il y a quand même une restructuration complète de notre système d'apprentissage qui est en jeu, et aussi de notre système d'évaluation, qui va être à prévoir et qui est un enjeu de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Il va falloir qu'on apprenne à davantage analyser le processus plutôt que le résultat. J'enchaîne. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, finalement, c'est le sujet qu'on a tous devant nous. C'est très intéressant. C'est toujours très intéressant ce que tu dis. Je vais me faire taper, je le sais. C'est de se dire, on remonte sur le pourquoi, le fameux why de Simon Sinek, que ça se conçoit. Donc, c'est-à-dire pourquoi on a à faire ça. Et quand on est enseignant, pourquoi on leur fait faire ça? C'est ça, Yann? Pourquoi tu leur fais faire quoi? Ça. Ok. Apprendre. Mais justement. Enfin, apprendre, parce que moi quand j'ai démarré, apprendre, c'était apprendre et réciter. Ouais. Ce qui est un peu juste, ça sert à pas grand-chose. En fait, en plus, je les ai oubliés, les trucs. Mais il fallait réciter. Apprenez la leçon et récitez la leçon. Ça fait travailler la mémoire. C'est important, la mémoire. Dingue, ça. D'accord, il a réponse à tout. C'est dingue, les profs, ils sont forts. Non, mais alors, maintenant, tu leur apprends plus à réciter quand même maintenant? Je leur apprends évidemment rien à réciter. Mais pourquoi j'enseigne l'anglais? Pas parce que l'anglais c'est la plus belle langue du monde, même si c'est une langue que j'aime bien. Pas parce que eux ils se sont réveillés un matin en se disant qu'est-ce que c'est beau l'anglais, il faut que je l'apprenne. Mais parce que pour aller vite, les États-Unis dominent le monde, économiquement, culturellement, politiquement, scientifiquement, tout ce que vous voulez. Et que donc les gouvernements de la plupart des pays du monde se sont dit ça serait bien qu'on apprenne l'anglais à notre jeunesse s'ils veulent communiquer avec les jeunes des autres pays, et y compris avec ceux des États-Unis dans le cadre commerce, enfin tout ce qu'on veut, d'échanges intellectuels, culturels, etc. Donc, il y a un but un peu de plaisir. Certains, c'est parce qu'ils ont des relations avec la langue anglaise, de leurs origines familiales ou autres. Et il y a un but utilitaire, on va dire. Ce but utilitaire, il est peut-être en train d'être détruit par l'IA, dans le sens où parler anglais ou ne pas parler anglais aujourd'hui, la différence, elle est beaucoup plus fine qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, si vous ne parliez pas anglais ou si vous parliez anglais dans un recrutement, ça pouvait faire une grosse différence. Aujourd'hui, vous ne parlez pas anglais, c'est pas très grave. Il y a ChatGPT, il y a ça, il y a la traduction instantanée sur l'iPhone. Vous ferez quand même le taf. Donc, anglais en soi, c'est beaucoup moins important. Donc ça, c'est pour mon métier. Et je crains que, ça c'est le côté négatif, pour d'autres compétences, ça soit un peu la même chose. C'est-à-dire que quand nous, avec le recul, avec l'âge, etc., on se dit c'est quand même important de savoir faire ci, c'est quand même important de savoir faire ça, pour ça et ça et ça, peut-être que du point de vue d'un jeune apprenant, il se dit mais pourquoi je vais m'embêter à apprendre ce truc-là que je ne vais pas faire dans la vie ensuite, sauf pour mon plaisir. Voilà. Donc pourquoi je leur fais faire ça? Eh bien, je me pose la question chaque jour. Je vais te challenger sur l'anglais. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de toi pour apprendre l'anglais? Ils suivent des youtubeurs mondiaux, ils regardent des séries en anglais. Finalement, c'est peut-être même comme ça qu'ils apprennent mieux l'anglais qu'on ne peut l'apprendre en cours. Alors, ok, il n'y a pas la théorie, les fondamentaux, etc. Mais finalement, le réflexe, vous le chopez. Je sais pas, Alexandre, toi, tu as appris l'anglais comment? Sur YouTube. J'ai eu des super profs d'anglais aussi, et super important d'ailleurs, mais sur YouTube, et aujourd'hui je regrette, parce que du coup j'ai un gros trou de vocabulaire. Et donc c'est sympa pour discuter avec d'autres personnes en anglais quand je voyage. Par contre, quand c'est pour parler avec des pros, tu sens qu'il manque un petit peu de vocabulaire. Donc
faut choisir ses chaînes YouTube quand même. Bon, donc tu as encore de la place. Hein. Ça, c'est bon signe. D'accord, merci. Ok. Alice et Hubert, là, les profs, vous, le truc que vous avez envie de donner, en fait, parce que je pense que votre métier est un beau métier, c'est finalement un métier de don, je pense. Je sais pas, moi je le vois comme ça, alors je suis peut-être un peu bisounours, mais je le vois comme ça. Qu'est-ce que vous avez envie de donner? Qu'est-ce que vous donnez et qui est pris avec gourmandise par les étudiants? Eh bien, beaucoup de choses, notamment peut-être l'oralité. On vous fait des cours à l'oral, que ce soit à distance ou en présentiel, c'est pareil. On devrait interdire les PowerPoint, on devrait interdire les projections. Vous voyez, là, on n'a qu'une seule slide, on n'a rien projeté. On devrait interdire ça parce que c'est l'IA qui fait ça. Or, le discours oral, l'IA ne peut pas le faire. On parlait de... C'est pas grave si vous ne parlez pas anglais, mais si vous êtes une conférence et que vous êtes ici à table d'une conférence et que vous ne parlez pas anglais, que la conférence est en anglais, tous les outils, même les plus développés du monde, ne feront pas votre discours en anglais et vous passerez pour une quiche parce que vous ne parlez pas anglais alors que toute la table parle anglais. Et donc, et on arrive aux méthodes d'évaluation des étudiants. Et ce que je voudrais passer aux étudiants comme méthode d'évaluation, c'est de dire aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule méthode qui vaille, c'est l'oral face à face, ou l'oral collectif, peu importe. Parce que là, à l'oral, j'ai beau avoir un PC comme vous sous les yeux, machin, truc et bidule, bah, à l'oral, je vous regarde dans les yeux et je ne peux pas lire en même temps que je vous regarde. Et donc, à l'oral, on est sûr que c'est votre cerveau qui réfléchit. Même si vous vous êtes préparé avec l'IA, mais préparez-vous avec l'IA tant que vous voulez. Tant que vous êtes capable à l'oral de ressortir quelque chose, de nous embarquer dans une idée, dans une histoire, de nous bâtir quelque chose et d'avoir une bonne note, parce que ça sanctionne par une note, mais dans un emploi, ça sanctionne par une promotion et dans un entretien d'embauche, ça sanctionne. Tu as utilisé le mot sanction, c'est une horreur. Bah, la note est une sanction, comme le salaire est une sanction, comme la promotion est une sanction. Mais les chocolats sont une récompense, c'est pas une sanction. Mais oui, alors parlons en chocolat. Donc, quand je mets 18 chocolats à un élève qui s'est aidé de l'écrit et de l'IA pour faire son travail, le même étudiant à l'oral, il vaut plus que 13. Ça veut bien dire qu'il y a un écart entre ce que lui donne l'IA, il arrive à 18, et quand il est à l'oral, il n'arrive plus qu'à 13. Et quand je lui passe un quiz extrêmement complexe, que vous connaissez peut-être déjà, des quiz avec des questions assez complexes, et il ne faut pas choisir qu'une seule réponse parmi les 5 solutions, mais il faut en choisir 3, donc il faut en éliminer 2, ben là, les notes, elles tombent en dessous de la moyenne. Parce que l'IA ne peut rien faire pour vous dans ces quiz complexes. Parce que c'est des nuances, c'est des choses un peu complexes, et l'IA, elle est perdue dans tout ça. Donc, l'oralité est la chose que j'aimerais le plus transférer aux étudiants. Ces fameux concours d'éloquence, ces fameux chez Amazon, par exemple, il est interdit de faire des PowerPoint. On doit tout faire par des notes écrites de 4 pages, sans dessin, sans image et sans rien, et à l'oral. Donc, l'oral, c'est ce qui va vous permettre de travailler vous deux êtes déjà très bonnes, on ne sait pas les autres, mais vous deux êtes déjà très bonnes. Travaillez l'oral, travaillez votre faculté à embarquer quelqu'un. Et sachez vous arrêter à temps quand votre discours est trop long. Mais tu vas gagner ton poids en chocolat. Alice. Alors, juste peut-être un petit bémol, enfin, je suis pas prof depuis très très longtemps non plus, mais comment dire, il y a toujours eu, enfin, des différences entre des notes à l'oral et à l'écrit. Enfin, ça n'a pas attendu l'IA. Là, tu sous-entendais que les résultats étaient meilleurs à l'écrit parce qu'ils se faisaient aider par l'IA. Enfin, je vois, ça peut être très stressant d'être à l'oral, de parler devant des gens. On peut perdre complètement ses moyens. Ça peut aussi expliquer des choses. Aussi, pour revenir sur ce que tu disais sur l'oralité, j'aimerais être la meilleure stand-upeuse du monde pour embarquer tous mes élèves pendant 3-4 heures à écouter ce que je dis. Factuellement, j'essaye de découper mon cours en 7 petits bouts avec des exos au milieu. Enfin, c'est compliqué déjà parce que ils sont pas dans une salle sans Wi-Fi. Enfin, moi, après c'est du marketing digital. Si je les mets à la craie, ça va être complexe. Mais déjà, ils ont des sollicitations, donc ils doivent résister au fait de pas prendre le smartphone, de pas regarder les pop-ups sur leur ordi. C'est assez compliqué de garder l'attention. Alors, et tu sais que je ne sais pas ce qu'on est en train de faire, mais en fait, je regarde moi la salle. Là. Ouais. Il n'y a personne qui a touché à son smartphone. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Génial, merci et bravo. C'est pas si simple. Bravo les jeunes. Et juste pour revenir le Wi-Fi est tombé, c'est pour ça. Je sais pas. Et si je peux faire un dernier aparté sur les notes, parce que oui, ce sont des sanctions. Je suis désolée, pour moi, quelle horreur, mais quelle horreur. Oui, c'est mon. Je suis désolée de le dire. La sanction. On a dit qu'on osait dire ce qu'on pensait. Hein. Ça peut être une note tech, une opinion, une opinion pas très populaire. Changer un peu le truc. Mais justement. Alors.
Mais comment dire, ça me fait penser d'ailleurs, je l'avais noté à Bernard Lahire, qui est un sociologue, il est chercheur au CNRS, il est à l'IUF, il a fait un livre récemment, l'année dernière, qui s'appelle Savoir ou périr. Donc voilà, c'était déjà en mode cri d'alarme. Et donc, il explique justement le fait que c'est vraiment nécessaire d'apprendre pour construire des capacités cognitives et pas juste stocker des infos. Mais il revient également sur un peu cette obsession évaluative qui a un peu détourné l'école de sa fonction première, qui était vraiment de transmettre des informations, de la connaissance et des savoirs. Et à la base, l'école, ça vient de scoler ou otium en latin, et c'était vraiment le loisir, le temps de réflexion, et justement ce côté. Alors je comprends, il faut bien des notes, il faut bien essayer de s'assurer que les étudiants ont acquis les connaissances, mais peut-être que justement l'IA, ça peut être l'occasion de revenir un peu à ses fondamentaux et de remettre un peu à plat les façons d'enseigner, les modes d'évaluation, et c'est vrai que ce serait une avancée majeure. Alors, on a une question dans la salle. Le prénom ? Moi, c'est Yasmine. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit, parce que certes, utiliser l'IA à 100%, c'est bien. Et après, il faut savoir restituer les informations qu'on a. Parce que l'art de parler, la rhétorique, je pense qu'on ne l'apprend pas grâce à l'IA. Faut utiliser, faut apprendre avec des personnes. C'est pas l'IA qui va nous apprendre à parler, à savoir duper un public et montrer qu'on sait parler. Comment vous, grâce à l'IA, vous apprenez à parler tout simplement? C'est pas l'IA, c'est en suivant des disciples comme Socrate, comme Confucius, que tu as bien connu, je me souviens, qui ont 3 millénaires et qui n'ont rien écrit de toute leur vie et qui n'ont fait que parler. Et donc cette rhétorique dont tu parles si bien et que tu manies si bien, elle s'apprend dans la famille, dans la culture. Et pourquoi pas avec certains cours où on apprend à parler. Donc là, l'IA, effectivement, ne sert strictement à rien. Mais maintenant, pour meubler ton discours et pour argumenter et pour trouver des contre-arguments et pour avoir tout ça, là, l'IA peut te nourrir. Et une fois que tu es nourri de tout ça, c'est ton art oratoire qui va en faire un discours. Alors, tu as dit duper les gens. C'est ce qu'on reprochait aux philosophes, d'être trop beaux parleurs et de duper les gens. Ça c'est ce qu'on propose à ChatGPT. On lui reproche aussi ça. On lui reproche aussi ça. Et de Donc, duper revenons à des informations réelles qui vous intéresseraient tellement, comme ce qu'on fait ce soir, j'espère, et qui vous substituerait toute autre sollicitation encore plus intéressante. J'entendais Hubert parler de l'écriture, qui est à revenir à quelques milliers d'années en arrière. Si l'IA va se normaliser un petit peu comme l'écriture a pu le faire en son temps, et à une époque, on a craint justement qu'avec l'écriture, il n'y ait plus que ça empêche en fait d'apprendre, de mémoriser, et vraiment de comprendre les choses. Et en fait, l'écriture, elle a juste transformé les manières d'apprendre, et elle n'a pas rendu du tout l'apprentissage inutile. Donc l'IA pourrait faire exactement pareil, à condition qu'elle évolue dans le sens qu'on souhaite et qu'on l'utilise intelligemment. Ils sont d'accord entre eux. Et il y a une question. Pas vraiment une question, mais juste une intervention pour venir compléter ce que vous avez dit par rapport à l'attention. J'aimerais aussi dire que ça crée certaines failles vis-à-vis des pratiques sociales d'un point de vue scolaire, puisqu'en fait, ça crée une textualisation du coup des pratiques scolaires en raison de l'évolution des enjeux des technologies numériques par l'IA, puisque par exemple le processus d'un élève qui se rend dans une salle de classe dans une optique de pouvoir progresser en se levant le matin, du coup peut-être que ça va être sa motivation de se dire aujourd'hui je vais faire mieux que la veille, ou je vais faire mieux qu'à l'examen précédent. Ça va changer tout ce processus-là, ça va juste le rendre du coup numérique et l'écourter et écourter sa volonté en facilitant la démarche. On revient à une notion de travail. Il y a des heures de travail à passer, aussi bien pour préparer un cours que pour l'apprendre, que pour ensuite le restituer au milieu de l'art oratoire. Et il y a un grand danger qui est le mot 2025. J'espère que 2026 passera dessus et le tuera, ce mot. Il est très moche. C'est le mot de slop. Qui a été adopté par le petit Robert anglais et Merriam-Webster comme le mot de l'année. Et le slop, ça définit cette bouillie que fait l'IA et qui va enrichir l'IA, qui va appauvrir l'IA, parce que si l'IA lit de l'IA, il y aura plus d'humain nulle part. Et donc ce fameux slop, il faut surtout éviter qu'il rentre
dans la santé, dans les hôpitaux, dans les cliniques. Il faut éviter que ce slop rentre dans l'éducation, parce que ça veut dire que les profs vont préparer des cours avec l'IA, vont les donner à des étudiants qui ne vont pas les écouter. Les étudiants, pour les interrogations, vont utiliser l'IA avec du slop pour avoir des bonnes notes. Et donc, personne n'aura progressé, ni le prof, ni les étudiants. Donc, il faut surtout se prémunir de ce fameux AI slop, pour le dire en anglais, Là, tu viens de fixer la ligne rouge. Et puis, quand c'est un truc bien connu, c'est quand le dentifrice est sorti du tube, c'est super dur de le remettre. Donc, il faut faire gaffe. Notre chief designer, là, comment il réagit à tout ça? Eh ben, moi, premièrement, je suis très content parce que on parle d'humain. Parce que moi, chaque fois que quand je dessine quelque chose, c'est pour des humains. C'est-à-dire, je me pose la question, quand je vais dessiner quelque chose que je dois prendre en main, est-ce que ça va bien de la main gauche, de la main droite? Comment je le tiens? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est bien tout ça, c'est intéressant. Mais au-delà de ça... Alors avec l'IA, on va gagner du temps. On va enlever des tâches, mais ce temps-là, vous allez en faire quoi? On part à la plage ou... On part à la plage où on passe plus de temps à discuter ensemble et où on a la possibilité aujourd'hui, il y a déjà des mouvements d'entreprises libérées où en fait, il y a plus de patron, chacun a un pouvoir, chacun a le même pouvoir, chacun a une voix et chacun a la possibilité de s'exprimer. C'est un peu la continuité. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le temps que vous allez gagner, vous allez pouvoir l'investir à parler avec l'autre pour comprendre un peu plus ses besoins. Donc pour aller plus loin, en fait. Voilà. Okay. Pour moi, c'est ça le véritable avantage. Alors après, on parlait à un moment donné d'Amazon ou 10 slides maximum, mais en fait, le premier... Pas de slide chez Amazon, pas de slide. Un document Word d'une page, pas plus. Et donc, la première chose, c'est les gens se taisent et lisent le document. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que chacun ait ait les mêmes informations en tête pour pouvoir commencer à discuter. Et après, après, on commence à faire discuter. On commence par les juniors, après les seniors, après les managers, et puis à la fin, normalement. Ça c'est dans le pays merveilleux de Jean-Emmanuel. Ce que bien souvent, c'est le boss qui parle en premier, donc finalement tout le monde sait. Alors là, il y a une technique là-dessus. Alors déjà sur le Amazon, pour éclairer le one-page memo, en fait, Bezos a demandé à ce qu'ils écrivent le communiqué de presse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on démarre un projet, on écrit déjà le communiqué de presse, ce qui est un exercice hyper difficile. Parce que ça ramène à qu'est-ce qu'on veut faire, pour qui et pourquoi. Donc ça revient un petit peu sur le why dont tu parlais tout à l'heure, Ati. Puis après, le deuxième point dont tu parles, il y a aussi une technique qui s'appelle ce qu'on appelle les silent meetings. C'est-à-dire qu'en fait, on partage le document à tout le monde. Et pendant 20 minutes, tout le monde lit le document, le commente, passe ses commentaires à quelqu'un qui manage la réunion, qui organise la réunion. Et ensuite, celui qui organise la réunion va lire les commentaires, mais sans dire qui a fait ce commentaire, pour éviter justement le fait que c'est celui qui est le mieux payé qui a raison dans la pièce. Il faut éviter ce biais-là, parce que je pense qu'à l'ère de l'IA, les IA font des biais, mais les biais, c'est nous, humains, qui les prenons, en fait. Donc il y a cette façon d'enlever les biais. Je voudrais revenir, parce que j'ai Ati qui me dit, dis donc, on a complètement parti en sucette sur ce script, mais c'est pas grave. C'est ça un vrai live, parce que sinon, ça serait pas drôle. Si c'était tout fait, on l'aurait enregistré, on vous aurait envoyé une cassette et puis vous l'aurez pas écouté. Alors que là, c'est génial, vous participez, il y a des questions, continuez, c'est vraiment bien. Père Fouras, Charles Nastor, pardon. Il y avait une deuxième question qu'on a posée, c'est quelles sont les bonnes pratiques pour rester à jour? J'aimerais que tu nous donnes les réponses que tu as eues et on va pouvoir rebondir là-dessus. Alors, dans les réponses... Ati est prête à rebondir dessus. Tout à fait. Et je pense qu'elle va avoir plein de choses pertinentes, très sympathiques à nous dire. La première réponse, effectivement, c'est de s'informer via des médias et pas forcément que Internet, ce qui était assez intéressant de voir que beaucoup de médias type radio, il n'y avait pas que, par exemple, TikTok, ce qui peut aussi surprendre d'autres générations, mais TikTok comme YouTube, ce sont des sources d'information. Et après, ce qui était intéressant sur les bonnes pratiques, c'était vers soi, c'est l'ouverture d'esprit. La capacité, effectivement, d'un moment donné, de se dire je vais pouvoir accueillir certaines informations. Et on en parlait juste avant. La troisième, c'est de discuter avec des gens.
Et ça m'a fait sourire parce que j'avais discuté avec une grande directrice de mon groupe qui me disait il se dit plus de choses à la machine à café que dans tous les PowerPoint du service. Donc c'était intéressant de voir que finalement les moments un peu conviviaux, prendre un café, etc., parfois peuvent être plus efficaces que des réunions de 2 heures. Et côté professeur, l'idée c'était plus de continuer donc de la veille, mais surtout de pratiquer. Ce qui était étonnant, c'est que je pensais que la partie étudiante allait dire il faut qu'on s'essaye, il faut qu'on se frotte à ça. Et finalement, c'est plus les professeurs qui ont amené la question de se frotter à l'outil et de pouvoir tester, s'aventurer. Parce que les étudiants se frottent déjà à ces outils. Peut-être, oui, tout à fait. Non, mais ça se trouve, ils l'ont déjà inclus et dans la veille, sans le dire forcément parmi tous les médias. Ouais. Avant de passer la parole à Ati, qui va rebondir et réagir sur les résultats, et merci pour cette synthèse, Charles. Alexandre, est-ce que tu pourrais nous donner ta clé de lecture, sans stigmatiser TikTok, mais un jour tu nous as dit, il y a ceux qui produisent, il y a ceux qui consomment. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus ? Il faut être le doueur, là, c'est sûr, il faut faire que produire. Il faut faire que produire, parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui... encore une fois, c'est une réflexion tous ensemble. Hein. Ce que je dis n'est pas la vérité ni la bonne réponse, mais globalement, en fait, là, il faut commencer à avoir une vraie valeur unitaire. Que je dis ça, c'est là où vous, aujourd'hui, vous êtes là. Il y a sûrement une différence avec vos autres camarades. Pourquoi vous et pas les autres ? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus ? Et pourquoi vous prenez la parole si facilement et peut-être pas les autres ? Et globalement, je pense que là, on va arriver sur un marché où l'accès à la connaissance va être tel que la différence que vous avez en tant que personne par rapport aux autres sera la plus grande chose importante. Et je le pense en tant que recruteur qui cherche à prendre des stagiaires, et j'ai du mal à faire des choix. Parce que beaucoup de profils se ressemblent beaucoup trop, donc c'est compliqué. Sur les CV, tout le monde est pareil, tout le monde brille. Et quand on se parle comme ça en direct, des fois on voit un petit peu la différence, mais des fois c'est compliqué aussi. Parce qu'encore une fois, la forme, elle brille, c'est très facile de la voir parfaitement. Le fond, ça prend du temps pour le creuser. Et le fond, il faut le travailler le plus tôt possible. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai eu mon job aujourd'hui. Parce que j'ai réussi, comme on dit, à être assez à l'aise en prise de parole, mais parce que quand j'étais en cours, je me suis dit, c'est l'opportunité, il faut y aller à fond, parce que quand on arrive sur le marché, si on a un petit peu du mal au départ, on se dit, c'est bête, en cours, j'aurais dû être un peu plus fort et plus m'entraîner là-dessus. Donc, il faut faire, surtout, et essayer toujours de se différencier, trouver un sujet, c'est pas le sujet qu'on prendra toute sa vie, mais prendre un sujet et se dire, ok, là-dessus, je veux être super intéressant pour la personne ou le business avec qui je pourrais bosser plus tard. Mais si on n'a pas cette valeur unitaire propre à nous, c'est compliqué. En gros, il ne faut pas tous se ressembler, il faut choisir un petit peu ses combats, et surtout, dès maintenant, mais faire ce que vous faites aujourd'hui, être actif et pas être passif, donc faire. Il y avait une phrase qui était vachement bien, que j'aimais beaucoup, c'est restez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc, allez capitaliser sur ce qui fait votre différence, c'est votre force en fait, creusez là-dessus, faites-vous plaisir, c'est vachement important de se faire plaisir, je crois, pour performer. Atis, c'est le grand moment de ton rebond, de ta réaction que les TikTokers qui ne te regardent pas en ce moment attendent. Je voudrais juste rebondir rapidement sur ce qu'a dit Charles. Consommer de la presse et du média, oui, mais dans quelle mesure eux-mêmes ne sont-ils pas à l'origine d'articles à moitié produits par des IA ? Donc, je serais presque davantage pour l'écoute de personnes indépendantes sur YouTube, sur TikTok, qui, eux, vont avoir un avis peut-être limité, mais produit par eux-mêmes, que par des pigistes qui ont dû créer beaucoup, beaucoup plus avec Parce que la crème miracle à Dubaï, tu y crois bien, toi ? Ah non, mais attends. Je l'ai faite, celle-là, c'est moche. Je trouve qu'il y a différents types d'influenceurs. Parce que j'en fais partie, donc bon, écoute, en tout cas, méfiance, je pense, avec des médias qui sont aussi contraints par des budgets toujours plus serrés, par une soif du buzz toujours plus importante, et donc par des gros titres rédigés par l'IA. Côté bonne pratique, moi je serais partie du principe que, pour rebondir sur ce que la demoiselle a dit tout à l'heure, il faut vraiment déterminer où est-ce que l'IA nous aide à apprendre et où est-ce qu'elle nous engourdit intellectuellement, où est-ce qu'elle court-circuite l'effort, puisque ça c'est le goût des choses qu'il ne faut pas perdre. Je serais tentée de vous dire de ne déléguer que ce que vous maîtrisez déjà, pour ne serait-ce que d'être sûr qu'on vous apporte les bonnes réponses et que vous pouvez en faire quelque chose. D'envisager les environnements dans leur ensemble et pas comme des compétences fragmentées, des tâches fragmentées, et de vous envisager vous aussi comme des gestionnaires de projets qui délèguent tâche par tâche à des outils IA bien choisis, des environnements que vous maîtrisez.
Donc, en gros, utilisez l'IA pour compléter, pour challenger, pour vous pousser, mais pas pour faire des choses que vous ne savez pas vous-même faire, ni maîtriser, ni mettre en contexte. Dans ce que tu dis, c'est déléguer, c'est pas se décharger, c'est déléguer, ce qui est autre chose. Oui, mais encore une fois, déléguer uniquement ce qu'on maîtrise déjà à 100%. Ok, donc ça rejoint un peu ce que disait Alexandre. Il y a un terme que j'aime beaucoup, c'est la notion de ce qu'on appelle les leaders-doers. Et je pense qu'on est dans une ère où, en faisant, on apprend en fait, on apprend le geste, et c'est important parce que tant qu'on l'a pas fait, on sait pas en fait. Imaginez, vous n'avez jamais utilisé ChatGPT aujourd'hui. Imaginez le décalage qu'il y a, parce que ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que vous l'utilisez. Le décalage qu'il y a, parce que maintenant vous avez commencé à avoir le geste, le recul, la réflexion, etc. Et attends, PPC, je me permets, parce qu'en fait, c'est super important. C'est un podcast, c'est un podcast. En fait, surtout le côté, aujourd'hui, se cacher derrière des slides, c'est plus possible. Je pense que ça vous est tous arrivé sur des rendus en projet, peut-être certains n'ont pas complètement bossé, il y a des rendus, on se cache un peu derrière, là, c'est plus possible. Il y a même dans les entreprises, il n'y a plus de place pour ça. Et ça commence à vraiment apparaître, on le voit beaucoup. Donc, ça change toute la façon. C'est pour ça que le leader-doueur, de base, les leaders, souvent, c'est pas les plus grands doueurs. Là, il va falloir qu'ils commencent à mettre les mains dedans, parce que sinon, c'est vraiment compliqué. On peut plus se cacher derrière les slides. Il n'y a plus l'opportunité. Et c'est super important à prendre en compte dès maintenant. Yann, ça s'apprend à être leader-doueur? Je sais pas si je fais grand-chose pour ça, parce que là, c'est un vocabulaire et un positionnement entreprise que finalement n'est pas exactement le même à l'université au sens général. Alors dans certains cours, oui, où il y a vraiment une optique professionnelle et professionnalisante. Dans beaucoup de cours, c'est pas encore le cas, où on n'apprend pas vraiment un positionnement et une réflexion par rapport à ça. Mais dans tes métiers, tu formes au marketing, à la communication? En tout cas, il y a des sujets de personnalité. Ça, c'est quelque chose que j'essaye d'intégrer beaucoup dans mon cours, c'est-à-dire laisser une place à l'expression de la personnalité, parce que en communication, il y a énormément de débouchés possibles, il y a énormément de voix, énormément de variétés, et il y a un certain nombre de métiers où votre personnalité n'est pas très importante, parce qu'en gros, on veut des compétences que vous savez faire telle et telle chose, et ça va suffire, ça va être bien si vous le faites bien. Il y a quand même énormément de métiers dans lesquels votre personnalité, qui vous êtes vous, vont avoir une importance lors du recrutement. Et donc, travailler un peu sa personnalité, essayer de comprendre qui on est, essayer de développer ses qualités, de travailler un peu, limiter ses défauts, et voilà, et d'exprimer ça, et d'oser l'exprimer, et ça, j'essaye d'intégrer ça. Ça me paraît un élément important, ce que vient de dire Alexandre. Alors moi, je connais mal le monde de l'entreprise. J'ai jamais travaillé en entreprise, à part quand j'étais jeune, dans un autre siècle. Millénaire même, et donc c'est pas un monde qui m'est vraiment familier, à part des discussions avec des amis, à part voilà, mais donc c'est un monde quand même que je vois un peu de l'extérieur, donc j'essaye de réfléchir à comment ça évolue, et j'ai l'impression moi aussi que ce que vient de dire Alexandre, je le ressens, et donc j'essaye de faire passer ce message sur moi, j'appellerais ça la personnalité et qui vous êtes, en fait. Et voilà. Et surtout qu'à cet âge-là, on ne sait pas encore qui on est. Si on le sait plus tard, je ne sais même pas. Mais en tout cas, à 18 ans, on ne le sait pas encore, pour la plupart. Je peux vous demander à tous ceux qui êtes là, qu'est-ce que vous avez envie de savoir ce soir? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Merci pour cette belle question. Vous avez envie de savoir quoi? Allez, merci. Bonsoir. Bonsoir, moi je m'appelle Fanta, et en soi c'était pas pour apprendre quelque chose que je suis venue là, c'était plus pour voir votre point de vue par rapport à l'IA et comment est-ce que vous percevez les étudiants, si par exemple vous me voyez comme des flemmards qui utilisent l'IA juste voilà, ou alors par exemple je sais que moi j'utilise l'IA plus dans mon organisation pour mes révisions ou pour je sais pas, des plans ou des trucs comme ça. Alors que les générations futures, je sais très bien que ça va être un peu plus compliqué. Nous, on a une chance, c'est qu'on a eu l'IA assez tard dans notre scolarité. On est un peu plus mature et on arrive un peu plus à mieux l'utiliser. Et surtout qu'on a eu aussi un contexte de post-confinement. Parce que quand on avait le confinement avec les visios et le côté moins humain par le manque de professeurs, c'est assez compliqué. Donc, on a une reconnaissance d'avoir des professeurs humains en cours, dans des salles, sans masque. Et merci pour ça, c'est super intéressant. Je peux reposer. Qu'est-ce que vous avez appris dans le bon usage de l'IA?
C'est quoi le truc, à force de le faire en disant attends, là, c'est des conneries, il ne faut pas le faire. Ou là, Je te l'ai dit, tu n'as pas écouté. C'est de la méthode. Non, mais attends, mais j'ai pas bien entendu. Tu sais, Ouais. je suis un peu sourdingue, moi, d'une oreille. Tu l'as très bien dit, la méthode. Le conseil, c'est-à-dire qu'en fait, si vous deviez donner un conseil à un étudiant qui, lui, n'aura pas vu la différence, c'est-à-dire qu'il sera né avec, c'est-à-dire que ceux qui, dans 3 ans, seront à votre place, ou 4 ans, ils n'auront connu que ça. Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour bien réussir à s'en servir? Je dirais que rien n'est gratuit déjà dans la vie. Parce que avoir les informations comme ça gratuitement, c'est un peu bizarre, qu'il faut faire. Enfin, faut produire de l'effort. Le fait déjà de venir en cours, d'écouter un prof pendant 2 ou 3 heures, c'est l'enfer, ouais. Et ouais, l'IA, il réfléchit. Enfin, il a été conçu un peu pour réfléchir à notre place, mais le cerveau humain, il a été conçu pour réfléchir. Donc, elle est où notre utilité si on laisse l'IA tout faire à notre place? Ouais. Donc, réfléchir à son utilité, l'utilité humaine, c'est ça. C'est partagé. Je vois 2 personnes qui veulent peut-être témoigner. Oui. Prenez le micro, n'ayez pas peur. Mais tu as raison, quand on prend un raccourci, on le paye après. Ouais. Alors en réalité, l'IA, moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est de pas de donner de questions extrêmement larges et de découper les tâches et d'être précis. Par exemple, une image avec une IA, si je lui demande « Ok, fais-moi un portrait d'une femme blonde », par exemple, je sais pas, moi, je voulais faire un persona, par exemple, en marketing. Donc un persona en marketing, je vais penser, je sais pas, une femme avec un costume, par exemple, un joli tailleur. Il va me faire une femme blonde, je sais pas, dans une cuisine, par exemple. Donc c'est ça, c'est la précision. Voilà. Ok. Bravo, super, j'adore. J'aimerais bien rebondir. Pour moi, la question, enfin, il n'y aurait pas forcément de questions, de conseils à donner, mais plus de se dire, ok, faudrait avoir du discernement quant à l'usage de l'IA, notamment d'un point de vue éthique, vu que l'IA s'instaure de plus en plus, et d'un point de vue moral aussi, puisque ce ne sont pas forcément nos connaissances qu'on va venir, par exemple, retranscrire dans un devoir, dans une dissertation, dans une problématique, pas forcément nos idées. Quelle réflexion va-t-on en tirer sur le long terme? À l'instant T, on a l'impression de gagner du temps. Après, je sais que vos collègues avaient rebondi sur le fait que, en entreprise, ok, ça pouvait avoir un bon usage, notamment pour l'écriture des mails. Ça pouvait aussi libérer du temps, mais d'un point de vue éducatif et dans un cadre universitaire, je vois pas forcément ça d'un bon œil. Moi, j'aime beaucoup vos retours, là. L'idée que ça me donnait, c'était de se dire, finalement, parce que la configuration de la salle, alors pour celles et ceux qui nous écoutent en podcast, vous n'imaginez pas comment on est mis. On est mis à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ceux qui sont en faire le podcast, qui sont alignés sur une table. Elle est longue, elle est large. Il y a quelques personnes qui nous regardent sur TikTok. Coucou TikTok. Et de l'autre côté, on a les étudiantes et les étudiants qui sont face à nous. Et je trouve que c'est presque une confrontation d'un point de vue organisation de l'espace, alors que peut-être qu'on aurait dû être, alors je crois que c'était fait avant, en grand cercle, parce que finalement, on a autant à apprendre de vous tous que vous avez peut-être à apprendre de nous. Et c'est ce sujet, enfin, je sais qu'il est très cher à Alexandre parce qu'il a une chance folle, il a un manager qui lui permet de travailler comment on appelle ça? Alexandre, c'est quoi le terme de... Ah, ça vient pas. Intergénérationnel, c'est ça. Il faut lui passer un micro parce que sinon, il ne va pas pouvoir répondre. Voilà, c'est le côté intergénérationnel. Et je pense que peut-être que c'est une des nouvelles clés à pousser dans l'apprentissage. Je me retourne vers les profs, là, voir ce qu'ils en pensent. Se dire finalement, on a tous à apprendre ensemble. Vous allez amener, la nouvelle génération va amener des sujets, des réflexes, des façons de penser que moi je n'ai pas, parce que j'ai été formaté sur un autre modèle, avec des trucs qu'on me traite de temps en temps de... On va faire un mot qui commence par un B et qui finit par un R. Voilà, vous avez tous trouvé. À tort d'ailleurs. Mais voilà, est-ce que c'est pas cette nouvelle écriture ensemble qu'il faut faire, Alice? Ça, je suis complètement convaincue. De toute façon, c'est la complémentarité des profils qui fait vraiment la richesse. Et c'est pas qu'une histoire d'âge, c'est pas qu'une histoire de genre. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ne voient pas la salle de dire que les filles, elles sont en masse ce soir. Ouais, bravo. Merci, les filles. Et les garçons, ils sont là. Bravo les gars. Merci. Ouh. Bon.
Et donc, ouais, la complémentarité, que ce soit en niveau d'âge, que ce soit en niveau de genre, mais même aussi en termes de handicap, on voit à quel point les entreprises, elles s'enrichissent de la complémentarité des profils dans tous les domaines. Donc moi, personnellement, je suis convaincue de la nécessité. Juste un mot, change d'IA, parce que si ton IA te propose un persona blonde à la cuisine en tailleur, moi je veux une brune aux cheveux courts au garage et un gars à la cuisine et pas le schéma habituel. Change d'IA. Elle est mauvaise celle-là. Mais c'est vrai que généralement, tu demandes un médecin. Non, c'est pas forcément l'IA, c'est le prompt que tu Non. De base, tu demandes la photo d'un médecin, ce sera un homme. Tu demandes la photo d'une secrétaire, ce sera une femme, quoi. Enfin, l'IA, elle a rien inventé. Elle se nourrit de tout ce qu'elle a récupéré. Hein. Donc il faut que des statistiques. Trouver la bonne IA. D'accord. Ok. Alors, on va enchaîner. Alors, Alexandre, je sais pas, tu voulais parler d'un peu d'intergénérationnel, pas du tout. Oui, non. Allez, oui, non. C'est important pour toi de co-apprendre ensemble. Je pense que c'est peut-être une des voies parce que quand ils vont rentrer dans les entreprises, moi, il y a un truc qui me turlupine vachement. C'est, vous l'entendez parler, de dire finalement, il y a plein de boîtes qui vont plus prendre de jeunes parce que finalement, l'IA fait le boulot à leur place. Moi, je suis totalement contre ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est passer à côté de tout le jus, le sel, la curiosité, le recul, l'expérience que vous avez. Au contraire. Donc, moi, je dis non, au contraire, il faut embaucher des jeunes. C'est vachement important parce que sinon, on va devenir... on va perdre quelque chose. Il y a deux points. Il faut embaucher des jeunes, c'est sûr. Il faut embaucher des jeunes qui veulent. Ça, c'est le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faut des jeunes motivés, qui veulent vraiment aller loin. Et comme on le dit, aujourd'hui, il y a de l'IA qui peut faire du job de stagiaire ou des choses comme ça. C'est parce que l'IA peut faire le job de gens pas motivés. Oui, parce que c'est ça. Parce que justement, en fait, quand on dit job de stagiaire, c'est pourquoi les stagiaires ont des jobs de stagiaire. C'est ça, il faut se dire, en fait. Tu vois. Pourquoi ils ne sont pas sur des missions plus importantes, des choses plus intéressantes, etc. Et ça va avec le fait d'avoir des gens très motivés qui veulent apprendre, qui veulent aller plus loin. Et aussi être dans ce côté où moi, j'ai la chance d'avoir un manager qui s'est dit, lui, il a toute l'expérience en entreprise, il fallait un mindset différent, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'expérience en entreprise pour réussir à structurer quelque chose d'intéressant. Mais en arrivant, vous, en entreprise, il faut aussi se dire, je veux apprendre, j'ai envie, je veux bien me rater, il faut que je prenne le lead et accepter aussi les retours inverses de quelqu'un qui peut avoir votre âge en expérience, qui vous dire, ah non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est la partie la plus compliquée auquel on fait face, nous, aujourd'hui, en entreprise. C'est ce côté-là. Donc, en fait, pour moi, il n'y a pas vraiment de job de stagiaire ni de job d'alternant, c'est juste qu'en fait, on ne leur donne pas les bonnes missions. Si une IA peut le faire, très bien, mais ça pourrait être automatisé, ça pourrait être codé, ça pourrait être plein de choses. Mais il faut mettre les bonnes personnes sur les bonnes missions, et du coup, c'est des missions directement avec un peu de responsabilité, où en fait, il faut avoir envie. Mais si vous avez envie, pour moi, world is yours. Mais il faut avoir cette Donc ça veut dire qu'il faut positionner sur qu'est-ce que je peux amener qu'une IA ne peut pas amener, c'est ça, en fait? Si vous dites ça, je pense que c'est la meilleure question à se poser pour avoir le job que vous souhaitez avoir plus tard. Charles, je te voyais pas sûr de ce que disait Alexandre. Je me suis dit, il avait... Non. Oui, j'étais un peu plus dubitatif sur le fait stagiaire. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà fait des stages, des choses comme ça. Bon, beaucoup de hochements de tête, oui. En fait, on arrive et on ne sait rien. Et c'est très bien. Parce que derrière, ça permet de voir aussi au manager. Et du coup, je rebondissais, j'étais d'accord sur la fin de ta phrase. Je le vois même moi dans mon grand groupe et dans d'autres grands groupes aussi. Ce qui va faire la qualité, c'est pas forcément le stagiaire, c'est l'envie, déjà la motivation, parce que quand vous ne savez rien, vous avez votre envie, votre motivation, et si vous êtes capable de la transcrire, ça va donner envie à l'autre aussi de prendre le temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu disais, une IA, elle peut faire le job d'un stagiaire en 3 secondes. Mais là, elle le fait. Et sauf que le stagiaire, lui, il va apprendre, et au fur et à mesure, il va monter en compétences, et aussi en fonction de la qualité du manager, parce que ça aussi, je pense que, je sais pas si vous avez tous eu des super expériences de stage, parfois d'alternance, mais en fonction de la qualité du manager qui a dans l'idée de faire de l'étudiant qui est avec lui, non pas simplement un exécutant, mais demain quelqu'un qui va avoir une certaine autonomie et à qui il va pouvoir déléguer des missions, ce que tu disais, ça devient un collègue. Et c'est aussi un peu le but, la philosophie de l'alternance, c'est qu'on arrive étudiant et on finisse quasiment le même niveau qu'un salarié. Et quand on va défendre, moi ce qui a été mon cas, pas défendre son cas, mais défendre son CV, on explique effectivement qu'on a fait de l'alternance, mais qu'on était des salariés, qu'on n'était pas des étudiants et qu'on a le même niveau de capacité que quelqu'un qui sort d'entreprise. Donc c'est pour ça que je disais, c'est important stagiaire, parce qu'il faut commencer à ramper. Ensuite, on fait sur 4 pattes, sur 2 pattes, on monte. Et toute cette information qu'on va gagner va aller beaucoup plus vite, in fine, que l'IA qui était rapide au départ. Ouais. Alors, moi, je vois 2 opportunités à ça. C'est-à-dire que la première erreur, ne vous considérez pas comme un stagiaire ou comme un alternant. Ça va vous foutre une étiquette où on va vous mettre la tête sous l'eau. Premier, je pense, sujet, opportunité, c'est que vous n'avez pas l'expérience de l'entreprise, c'est une immense force. Parce que
vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez vous dire, mais pourquoi on le fait comme ça? Et si vous êtes force de proposition, parce que vous allez réfléchir, vous allez amener des choses très fortes. C'est une chance folle de ne pas savoir. Quand on sait, on ne re-questionne même plus les choses. Vous avez une chance, c'est pouvoir questionner. Vous avez un œil neuf, vous avez appris des choses ici, dans cette université à la Sorbonne. Vous avez un bagage, vous avez des profs qui vous ont appris des façons de faire. Vous partagez des choses entre vous. C'est aussi une façon de se tenir et de s'élever. Vous êtes connectés en permanence, donc forcément, vous pouvez faire force ensemble. Et puis, je pense, enlever cette étiquette. Je pense que Alexandre, je sais pas, tu peux témoigner peut-être. C'est l'étiquette, si vous la mettez vous inquiétez pas, les autres vont vous la mettre et vous fileront de basses tâches. Alors qu'en fait, vous pouvez amener beaucoup de valeur. Sur ça, je pense que tout est dit et c'est super important, mais on va surtout revenir au thème principal en fait. Donc là, moi, je me mets dans la peau de l'employeur. Effectivement, j'ai pas envie de vous donner des missions effectivement que vous êtes censé apprendre. J'ai quand même envie que vous ayez déjà un peu plus de connaissances et que vous connaissiez mieux les sujets. Donc là, c'est plus la question pour les profs. D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le cursus scolaire qui fait que plus rapidement, on met les mains un petit peu dedans pour avancer? C'est une question ouverte, c'est vraiment pour savoir, tu vois. Alors la question est très ouverte et on va la passer à Hubert parce qu'il adore, il est un peu rugbyman, il vient de prendre un ballon là. Ouais, les profs là n'y sont pour rien, c'est votre volonté. si vous voulez faire du digital, montez un site internet de toutes pièces. Si vous voulez faire des réseaux sociaux, ne soyez pas, je vous ai appris le mot slop juste avant, j'apprends le mot lurker. Un lurker, c'est quelqu'un qui regarde les réseaux sociaux et qui ne poste jamais rien. Si vous voulez bosser dans les réseaux sociaux, postez. Donc, faites les choses. Ça, le prof a beau vous dire montez un site, postez, on ne peut pas le faire en cours, montez un site, postez, faites des choses, montez des systèmes d'IA, montez une application, faites un système qui répond à vos questions, vous lui posez des questions que vous savez déjà, il vous répond, et faites un système pour apprendre vos cours. Passez 5 heures à faire un système qui vous apprend juste 3 questions stupides. Les 3 questions, vous les connaîtrez par cœur, c'est déjà ça de prix. Mais vous saurez faire un système qui interroge, qui apprend, qui corrige vos erreurs. Et vous direz, tiens, quand j'ai fait 3 erreurs, ce serait bien qu'il me fasse apparaître un caca. Et quand j'ai fait 3 bonnes réponses, qu'il me fasse un chocolat. Et bien, pour fabriquer ça, ça se fabrique, hein, pour fabriquer ça, ben, vous allez apprendre 1000 choses. Donc, mon secret, c'est faites des choses, mettez-les dans votre portfolio. Et quand vous allez en entretien, quand vous allez en rendez-vous, vous dites, alors moi, je sais faire un site internet. Regardez celui-là, il est référencé comme ci, comme ça. Je sais faire une app. Les réseaux sociaux, regardez mon Insta. Il y a j'ai tel street cred, etc. Voilà tout ce que j'ai fait. Et en plus, j'ai un diplôme. Et en plus, j'ai fait une certification chez Google qui me permet de dire que je sais me servir de GA4. Vous savez pas ce que c'est, mais vous saurez un jour. De GSC, vous savez pas ce que c'est, vous saurez un jour. Uber. Etc. C'est très important, mais... Uber, pardon, excuse-moi. Uber. Mais pourquoi tu as dit faites-le chez vous? Pourquoi c'est pas au moment de faire les cours? Tu vois, moi, j'ai fait STMG. Tu vois, j'ai fait STMG parce que justement, j'avais besoin d'être plus dans la théorique. J'avais besoin de mettre les mains dedans. Et ce qui m'a permis, je pense, de faire plein de choses derrière, d'aller assez vite et d'avoir envie d'aller plus loin dedans. Mais pourquoi, justement, c'est plus une question ouverte. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas un pas dedans? C'est une démarche perso. On ne peut pas faire en cours 25 sites internet sur 25 sujets qui vous passionnent. Tu vois, par contre, si vous vous formez, parce que vous êtes formé à l'école, mais vous pouvez aussi vous former par vous-même, et c'est ce que vous faites. C'est ça qui est important. Mais quand tu arrives en entreprise et que tu sais, aujourd'hui, il y en a qui savent vibe coder des choses. Quand vous amenez ça dans l'entreprise, je peux vous dire que les mecs dans l'entreprise, ils sont à des années-lumière de savoir le faire. Donc tout d'un coup, vous amenez une valeur ajoutée en disant « Waouh, cette personne qui vient d'arriver, ils vous appelleront plus stagiaire, là, vous allez voir. Elle nous a fait un proof of concept en 2 heures. C'est dingue, on a déjà le truc. » Et là, ils vont voir que vous avez un coup d'avance. Et donc, vous n'avez pas forcément 20 ans ou 25 ans d'expérience. Mais vous avez le geste, la rapidité, la vélocité pour amener des choses. Et après, vous allez devoir effectivement bosser avec ceux qui ont plus d'expérience, qui eux vont vous aider à rendre ça plus robuste. Mais c'est une chance. Prenez-le à fond la caisse. Enfin, moi, c'est mon conseil. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Alice, comment elle voyage? Parce que du coup, en fait, c'est super, c'est le moment le plus intéressant, je trouve. On va être en retard. Vous avez une plus pour les dire 2 urgences secondes ou pas? quand même, parce que là, on attaque déjà, il y a des cours de théorie, il y a des cours de pratique. Donc non, il y a des cours où on apprend à faire les choses, on met les outils dans les mains des jeunes et qui, après, effectivement, on ne peut pas aller de A à Z sur tous leurs projets, mais non, on peut commencer ensemble et ensuite, ils
peaufinent leur expérience une fois qu'ils ont la théorie. Et je voulais vraiment dire que ça dépend énormément des secteurs d'activité, de vos expériences. Moi, je vois dans la com, le marketing, les agences de com, je peux vous dire que les étudiants qui arrivent, qui des fois, ils sont des bacs plus X et qui savent déjà très bien faire leur job et que dans l'agence de com, il y a 2/3 des salariés, en fait, c'est des stagiaires, que en fait, un stagiaire, logiquement, on est censé lui consacrer du temps pour le former, pour bien faire les choses et qu'en fait, il ne voit souvent, pas tous, mais beaucoup la rentabilité. Ils essorent les jeunes tant qu'ils peuvent et ils ne consacrent pas le temps nécessaire à les former. Donc, c'était pour revenir. C'est pas parce qu'on arrive en Ça n'a pas changé. Moi, dans la pub, là, quand j'ai démarré, j'ai un patron qui m'a dit si tu viens pas le dimanche, c'est pas à peine de venir le lundi. Donc, si tu veux, tu vois, ça a pas. Exact. Donc là, vous partez depuis tout à l'heure. Les étudiants, les stagiaires, ils ne connaissent rien. Profitez du fait que Mais vous arrivez avec. C'est ce qu'a dit Charles et c'est ce que tu as rebondi. Mais ce n'est pas le cas. Il y a vraiment des cœurs de métier où ils arrivent en ayant déjà un très bon bagage. Bien sûr, il leur manque leur expérience. Bien sûr, s'ils avaient des accompagnants pour leur filer en échange leur expérience professionnelle et leur en faire bénéficier. Mais le problème, c'est que souvent, en entreprise, ils sont insuffisamment accompagnés. Et donc, des fois, heureusement qu'il y a l'IA pour aussi les aider et pour trouver comment faire les choses parce que les accompagnants font pas le job. Alors, on a quasi fini cet épisode du podcast. On va finir le podcast. En fait, c'est vous qui allez finir. Alors moi, je pose une question. Si vous avez, alors il y avait peut-être une question qui allait venir, mais il y a l'heure qui tourne et il y en a peut-être qui doivent repartir et donc on va essayer de respecter le délai parce que c'est vachement important. Une conclusion. Qu'est-ce que vous avez retenu de cet échange ? C'est dur de mettre une conclusion, t'es vache. Non, mais c'est une parmi plein d'autres, parce qu'il peut y avoir... Qui peut être une question. Qui peut être une question. Une matière à réflexion. Ça serait de s'interroger, parce que du coup, vous avez fini par parler du monde de l'entreprise, du fait que de ne pas savoir ce qui nous attend en entreprise serait une force. Sauf que justement, on ne sait pas comment appréhender l'arrivée de l'IA dans le monde de l'entreprise. Et ça a plutôt une dimension anxiogène, notamment quand on voit des posts sur LinkedIn qui demandent 10 ans d'expérience avec l'IA, alors que l'IA vient juste d'arriver. Et que quand on sait que le plan... Faut pas croire ce qui est marqué sur LinkedIn. qu'il y a un plan France 2030 pour intégrer l'IA dans l'enseignement supérieur. Mais du coup, en 2030, on est en 2026. Donc, comment gérer cette dimension ? À mon avis, les trucs un peu débiles, il faut pas y aller. Hein. C'est-à-dire que les mecs qui ont écrit ça, c'est qu'ils n'ont pas relu ChatGPT. Hein. S'ils ont publié ça. Hein. Parler de force, du fait de ressentir une incertitude en arrivant en entreprise, sans pouvoir anticiper cette dimension. Il faut trouver. C'est une bonne conclusion pour mettre en face des politiques leur inefficacité et leur incompétence. Tous les ministères du numérique ont été nuls depuis 10 ans. Allez, vas-y. Moi, je voulais juste dire, là, on parle d'apprendre à l'ère de l'intelligence artificielle et est-ce que ce serait pas dépassé ? Mais on apprend où à l'école ? Du coup, est-ce que ce serait pas le système éducatif qui serait pas à revoir ? Parce que on parle de relations à l'humain, mais qu'en est-il de certaines zones éducatives prioritaires où on manque de profs de français, de philo ? Du coup, comment on fait pour apprendre ? On va utiliser l'intelligence artificielle. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, Hubert, c'est ça ? C'est ça. Excusez-moi, parce que vous dites qu'il faut faire à la maison, il faut faire de nous-mêmes. Mais quand on n'a pas les outils, comment est-ce qu'on fait ? Et tant bien même si on essaye, qu'on voit qu'on échoue. Comment est-ce qu'on rebondit ? Et est-ce que ça va nous donner une légitimité à faire un portfolio et après à montrer ce qu'on fait ? C'est bien. S'il y en a qui sont à la bourre, qui doivent repartir à l'heure, n'hésitez pas. Hein, on vous en voudra pas. Voilà, allez-y. Il y a des demandes. Je sais, il y a des demandes. Micro. On veut juste répondre rapidement à la demoiselle, avec Alexandre. C'est normal que ce soit anxiogène d'arriver dans un monde de l'entreprise qui est profondément bouleversé tant pour les employeurs que pour les employés, avec des outils IA qu'on ne maîtrise pas forcément. La seule chose que vous pouvez faire en tant qu'étudiant qui est arrivé dans un monde du travail qui est à la fois saturé, mis en compétitivité avec l'intelligence artificielle, c'est de venir prendre les processus de l'entreprise et de chercher comment les améliorer. Parce que vous n'êtes pas la tête dans le guidon depuis 20 ans, dans des process que vous avez mis des mois à construire. Et ce que vous pouvez faire, c'est venir dire ok, mais ton process, tu as peut-être mis 15 ans à le faire, mais c'est de la merde. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle pour venir gagner en temps, pour gagner en ressources humaines, pour gagner en productivité, pour gagner en chiffre d'affaires. Et ce que vous pouvez faire, vous, avec ce regard extérieur, c'est chercher, avec des outils IA ou pas, hein, parce qu'en gestion de projet, vous pouvez aussi le faire sans, mais bon, les outils IA vont beaucoup nous aider avec l'automatisation, c'est venir apporter justement cet œil neuf et ce côté, ok, mais qu'est-ce que ton entreprise fait actuellement qui bloque sa croissance et qui est un frein à son développement et au développement aussi des salariés dans leurs compétences, dans leurs connaissances et dans l'évolution de leur carrière. Je te laisse.
Pas mal. Sport, mais c'est pas mal. Ça, si vous y arrivez, chapeau. Hein. Et on peut y arriver, c'est sûr. Je pense qu'en fait, le plus simple, surtout, c'est de dire, je sais pas quand est-ce que vous êtes des élèves diplômés, dans 2 ans, dans 3 ans. Et en fait, au moins 1 an avant, essayez de bien comprendre ce qui risque d'être le marché du travail demain. Parce que là, aujourd'hui, vous faites des études sur un cadre spécifique. Demain, on ne sait pas à quoi ça va ressembler. On parle 2030, magnifique, mais attends, on ne sait même pas ce qui se passe la semaine prochaine déjà. Donc, c'est quand même assez important. Moi, je vous conseille au moins, c'est comprendre quand est-ce que vous êtes diplômé. Et 6 mois avant, trouver un sujet qui va normalement être sexy pour les entreprises. Et vous le bossez. Et là, vous aurez une employabilité qui sera plus importante. Parce qu'on va vous recruter à un moment T pour un sujet T. On ne va pas vous recruter pour dans 10 ans que pour donner cette connaissance que vous avez appris à l'école. Donc, je pense que c'est important de prendre tout ce bagage et trouver votre sujet à la fin. Là. Et ça, c'est le meilleur moyen de trouver un job. Et ça, c'est assez simple à faire aussi rapidement. Et c'est là où les profs sont super importants. Parce que regardez par les news, etc., les sujets, et les profs pourront vous aider à vraiment bien vous positionner personnellement et par rapport à votre cursus. Alors moi, je voulais juste affirmer, venir appuyer ce qu'a dit Yasmine. En réalité, l'IA vient appuyer les failles de l'éducation. Donc en réalité, notre système éducatif est plutôt correct, mais il y a déjà des failles et l'IA en fait vient vraiment les souligner. J'aimerais rebondir sur ça aussi parce que du coup, ça appuie un accès inégal aux outils quand on sait que certaines IA ont des abonnements payants comme ChatGPT Pro avec une qualité variable selon les dispositifs et du coup, ça crée forcément des conséquences bien visibles avec un creusement entre les étudiants, des écarts dans leurs travaux, dans les points de vue et du coup, une contradiction avec le principe d'égalité des chances. Bonsoir Corentin. Et donc, je me posais moi la question, c'est que en fait, la majorité de ce podcast, ça s'est articulé sur comment utiliser l'IA, comment bien l'utiliser, etc. Mais je me pose aussi la question, surtout avec l'éducation, c'est est-ce qu'il faudrait l'utiliser ? Parce qu'aujourd'hui, on sait les bonnes choses que nous apporte, c'est un peu une solution magique pour créer des choses, etc. Et ça a aussi des très grosses contrefaçons, sans parler de l'impact écologique qui est vraiment désastreuse. Et à côté de ça, en fait, les grands modèles d'IA aujourd'hui s'entraînent sur des bases de données qui s'apparente objectivement en fait à de la vol un vol de données. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut, avec l'éducation notamment, se poser la question de comment utiliser l'IA alors que ça serait plus une question de est-ce qu'il faudrait l'utiliser et si c'est pour l'utiliser, quand, dans les bonnes conditions, quand les choses sont bien réunies pour l'utiliser et pas l'utiliser pour chaque question dans un cours qui est du coup absolument absurde pour le coup. J'adore ce point de vue. Merci. Ça serait presque la conclusion ou la voie d'ouverture de cette fin de podcast. Ce que moi, ça m'inspire, c'est finalement peut-être qu'un des sujets, et c'est intéressant de prendre le recul que Corentin vient d'amener, c'est de dire est-ce que finalement le sujet n'est pas là ? Est-ce que le sujet, c'est pas comment les enseignants peuvent vous préparer à des métiers qui n'existent pas encore, parce que le sujet, ça va être ça. Parce qu'on est infoutu de savoir quels sont les métiers qui vont exister. Il y en aura plein de nouveaux, il y en a qui vont changer, qui vont muter. Comment on vous prépare à tout ça ? Et peut-être qu'il faut réfléchir avec un monde sans IA, il resterait quoi ? Toi, c'est peut-être une dystopie à travailler, je ne sais pas, elle peut être intéressante. Et puis, justement, en creux, et puis en regardant en courbe, pour que vous puissiez vous dire, finalement, c'est un outil parmi d'autres, dans la palette de tout ce que vous allez avoir comme façon de pouvoir jouer votre partition. Et là, je pense que le rôle des profs est encore plus important qu'avant, parce que finalement, les béquilles traditionnelles qu'on pouvait avoir à mon époque, elles sont en train de voler en éclats totalement. Donc, je pense que le truc c'est réinventer probablement l'apprentissage à l'ère de l'IA. C'est Charles qui veut conclure ? Allez, il fait la conclusion, il fait la fin, il fait le jingle, il vous demande de vous abonner sur les plateformes de Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les autres. Voilà. Commentaires. Charles, le mot de la fin. Rapidement, effectivement, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ce que dit Corentin et on est en train de l'observer, notamment le MIT qui a fait une étude sur le cerveau d'utilisateur de ChatGPT. Et ils se sont rendus compte qu'entre le début et la fin de l'étude, il y avait des zones du cerveau où il y avait une perte d'utilisation sur l'aspect cognitif, en fait, toutes les parties du cerveau liées au cognitif. Et donc, ça veut bien dire ce que tu disais, Corentin, c'est qu'en fait, à force de déléguer à la recherche, la réflexion, la méthodologie à l'IA, elle est un peu en train de faire comme un vampire, à nous absorber vraiment, là pour le coup littéralement notre cerveau, puisqu'on est en train de ne plus solliciter certaines parties de notre cerveau qui d'habitude étaient sursollicitées et qui nous permettaient justement la réflexion et d'aller un peu plus loin. Donc il y a une question à se dire à un moment donné, est-ce qu'on va pas faire stop ?
Comme à un moment donné, on a dit stop à l'école tout écran, tout digital, parce qu'on s'est rendu compte que pareil, les jeunes en tout cas, les étudiants n'apprenaient plus aussi correctement qu'avec des méthodes anciennes. Pour preuve, certains grands milliardaires de la tech refusaient de mettre leurs enfants dans des écoles où ils utilisaient des outils digitaux et revenaient plutôt à des méthodes plus traditionnelles, le cahier, le tableau. Donc on fait le jingle et tout ça pour vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un commentaire et on vous répondra peut-être. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci la joyeuse équipe. À bientôt. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.